Chapitre 1. Tout ce que nous avons aimé est perdu. Que nous avons aimé énormément. Que nous avons aimé sans savoir qu'un jour on nous l'enlèverait. Tout ce qui, une fois perdu, n'a pas pu nous détruire, bien qu'ayant insisté en y mettant une force surnaturelle et cherché notre ruine avec cruauté et obstination, finit tôt ou tard par se changer en joie. L'âme humaine n'aurait pas dû descendre sur terre. Elle aurait dû rester dans les hauteurs, les abîmes célestes, les étoiles, l'espace profond. Elle aurait dû rester éloignée du temps. L'âme humaine aurait été meilleure sans être humaine, car l'âme vieillit au soleil, s'étiole, s'enfonce et se consume en millions de questions éparpillées à propos du passé, du présent et du futur, qui forment un seul temps propre à chacun de nous, un temps où l'amour est un désir permanent qui ne se réalise pas, nous prévient de la beauté de la vie, et puis s'en va. Il s'en va. Il nous laisse dans un silence puissant, amer et subtil. Des millions de questions qui ont été des humains avant de devenir des questions. Des millions de corps, des millions de pères, de mères, de fils et de filles. Et nous demeurons seuls et transis. L'âme humaine, c'est nous tous, cherchant de l'amour, cherchant tous à être aimés chaque jour et en attendant chaque jour la venue de la joie. Qu'attendre d'autre sinon? Comme nous aimerions tous que la vie ait un ordre et un sens, alors qu'elle n'est faite que de temps et d'adieux fugitifs, et que dans ces adieux vit l'amour immense que je ressens à présent. Tel est mon chaos, tel est mon désordre. Je suis là, désemparé, tout en sentant la force de la joie, mais également plein de rage indéfinie de la vie, comme tous les humains. Parce que nous sommes tous pareils. Et dans cette joie dévorante se trouve toute la conscience de la vie que nous avons été capables d'accumuler. Au début de l'année 2018, j'ai publié un roman qui est le récit de ma vie. Ce livre est devenu un abîme. Dans ce livre vivait l'histoire de ma famille. Bach et Wagner, mon père et ma mère. J'ai mis ma famille dans un livre avec de la musique et c'est la plus belle chose que j'ai jamais faite. Tu es fou, m'ont demandé de nombreuses personnes. Non, c'est juste de l'amour, ai-je répondu. Juste de l'amour, un besoin, de l'espoir. Quand on parle de sa famille, celle-ci revient à la vie. Si j'écrivais sur mon père et ma mère et ce que nous avions été, le passé revenait et il était puissant et bon. C'est tout. Voilà ce que j'ai fait. Je suis à présent dans un hôtel de Barcelone. Je n'ai jamais pensé que je réécrirais au stylo dans un carnet comme je le fais maintenant. Mon ordinateur est devant moi, mais il ne me sert plus à rien. J'ai changé 3 fois de chambre dans cet hôtel. La première m'a déplu parce qu'il y faisait chaud et que la vue était horrible. Quand on m'en a attribué une deuxième, j'ai cru que je pourrais m'y reposer, être apaisé, satisfaire mon besoin de calme, de ne plus avoir les nerfs en pelote dans de constantes allées et venues. Mais j'étais écroulé sur le lit quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas. La chambre donnait sur l'avenue Diagonale, une des grandes voies de circulation de Barcelone, et le bruit qui s'en élevait était excessif. D'excessif, il est devenu infernal. Un bruit produit par des inconnus, des centaines d'hommes et de femmes qui se déplacent dans la ville, en voiture, à moto, ou leur conversation. Le bruit se changeait peu à peu en ennemi. J'ai commencé à m'énerver comme un imbécile. J'avais défait ma valise, encouragé par ma première impression positive. Je la voyais ouverte sur la table. Je me suis demandé combien de temps j'allais mettre à tout ranger de nouveau à l'intérieur. Je vois mes affaires comme si c'était celles d'un esprit sans corps. Mes pulls noirs, mon ordinateur, mon agenda,
ma trousse de toilette. On dirait celle qu'utilisait mon père, des choses lui ayant appartenu à lui et non à moi. C'était le 1er juin à Barcelone. J'ai senti l'humidité qui imprégnait toute la ville. Je n'arrivais pas à m'y habituer, elle me faisait suer de manière humiliante. Ma vie et la chaleur ont conflué vers un point de mon passé. Quand je serai mort et que je n'aurai plus chaud, j'accéderai au néant. Le néant, c'est ne plus sentir la chaleur espagnole qui règne toujours dans toutes les villes d'Espagne. Une chaleur moite ou sèche, mais de la chaleur quand même. La chaleur et la vie ont signifié la même chose à mes yeux. J'ai 55 ans, j'en aurai 56 dans quelques jours. Cet âge, je n'y crois pas. Si j'y croyais, si je l'acceptais dans toute sa dure réalité, je devrais penser à la mort. On ne peut pas vivre quand la mort occupe nos pensées. Même si rien n'émane de nous avec autant de force, elle est là, dans notre cœur. Personne n'a voulu aimer sa propre mort. Personne ne veut lui parler. Mais moi, si. Parce qu'elle m'appartient. Je me suis regardé dans le miroir. Le vieillissement des hommes se camoufle toujours, il se cache. La société traite avec condescendance le vieillissement des hommes alors qu'elle est implacable avec celui des femmes. J'ai appelé la réception et demandé qu'on me change encore de chambre. Quelqu'un est venu m'aider. Je me suis dit qu'en bas, ça devait jaser. Maintenant, c'est toi qui vas t'occuper de ce taré. Non, moi, je me suis farci l'autre malade la semaine dernière. C'était pire parce qu'il était marié et que sa bonne femme le soutenait. Au moins, celui-là, il est seul. J'imaginais ce dialogue, mais n'éprouvais aucune gêne. J'avais au contraire envie de tirer mon chapeau à ces réceptionnistes qui concentraient leurs pensées et leurs reproches sur moi. Tout est vie. Tout sert à la vie. En toute chose, il y a un hommage à la vie. Il m'a été donné d'admirer cet hommage dans tout ce qui occupe une place au soleil. Le lendemain, j'ai encore demandé à changer et j'ai été témoin du fait que la vie récompense les têtus, ceux qui ne connaissent pas de répit tant qu'ils n'ont pas obtenu l'excellence. La persévérance peut nous rendre fous. Sans doute excédés, ils m'ont donné une chambre spectaculaire au 15e étage, la plus haute et certainement la plus belle de l'hôtel, la chambre idéale. Grande, lumineuse, la plus élevée de l'immeuble, on voyait la mer au loin. Il y avait aussi une fenêtre dans la douche d'où contempler Barcelone sous une autre perspective. Je me suis senti maître de la ville. Elle était à mes pieds. J'ai mis l'air conditionné, tout était parfait. Je me suis alors rappelé la première fois où j'étais allé à Barcelone. C'était en 1980. Ma petite amie de l'époque y avait de la famille et on avait dormi là. Une de ses tantes nous avait fait visiter la ville. Cette relation n'a pas duré. Je l'évoque maintenant, 38 ans après, un amour éteint dont il ne reste que ce souvenir convoqué par ma mémoire, la mémoire d'un homme. Que nous fait le temps? Mais celui que j'ai été, celui qui est allé à Barcelone il y a 38 ans avec sa petite amie, est enterré dans mon corps, dans ma chair. Ma chambre au 15e étage de cet hôtel ressemble à un lieu sacré. C'est moi qui en fais un esprit. La nuit tombe, peu à peu, je regarde de temps en temps par la fenêtre. Barcelone est là, pleine de couleurs bleues dans ce soir d'été. Avec ces centaines de rues et ces morts qui s'adressent aux vivants, cette conversation permanente que les gens de plus de 50 ans entretiennent avec leurs chers défunts. J'ai bientôt un dîner dans un club de lecture où on a lu mon roman, un livre où je parle de vous deux. De toi, maman, de toi, papa. Car vous deux et vos deux fantômes êtes tout ce que je possède. Et je possède un royaume peut-être indéchiffrable, un royaume de beauté. Vous êtes devenus de la beauté. Et j'ai assisté à ce prodige. Je ne peux pas témoigner plus de reconnaissance à la vie, parce que vous êtes maintenant joie et beauté. Chapitre 2. Aller à des rencontres avec des lecteurs me procure beaucoup de bonheur.
et m'inspire aussi des craintes. En général, je pense que quand ils découvriront mon aspect, ils seront déçus. Et je regretterai vraiment de les décevoir. C'est si triste de décevoir quelqu'un. C'est sans doute pour ça que beaucoup d'écrivains préfèrent disparaître, et pas seulement les écrivains. Tout être humain peut choisir de disparaître plutôt que de décevoir. J'entre dans la librairie et de nombreuses personnes viennent me saluer, mais il y en a une qui est particulière. Au début, je ne la resitue pas. Elle me regarde comme si nous nous connaissions. Cependant, j'ignore qui elle est. J'envisage peut-être une possibilité. Je redoute toujours ces contingences, ces hasards à chaud de la vie. Et en à peine 2 mots, je réalise qui elle est. Je ne l'avais pas vue depuis 35 ans. Sa beauté est partie à jamais. La réapparition du passé est toujours dévastatrice et brise en 1000 morceaux notre système nerveux. Pourtant, ma mémoire a préservé son souvenir sans l'altérer, sans le détériorer. J'éprouve une tendresse indicible. J'essaie d'extraire de son visage d'aujourd'hui celui qui est dans mes pensées, et je crois qu'elle s'en rend compte. Je lui avoue que je l'ai toujours beaucoup admirée. C'est ce qui m'est venu à l'esprit, que je l'admirais. J'imagine que c'est le verbe qui convient le mieux. Elle me dit que mon roman l'a fait pleurer, qu'elle se rappelle mes parents, qu'elle les a trouvés parfaitement reflétés dans le livre. Ce sont tes parents. Je me souviens très bien d'eux. Je me souviens moi aussi très bien des siens, car ses parents et les miens étaient amis, et je n'ai pas oublié cette amitié. Je me souviens de leurs rires, de leurs dîners dans les petits cafés, leurs plaisanteries, leurs illusions, leurs joies. Elle et moi sommes tout ce qui reste de cela. Elle me dit que je dois être heureux d'avoir réussi à décrire aussi bien mes parents dans mon livre. Je n'ose pas l'interroger sur sa famille barcelonaise. Elle prend les devants et m'apprend que la tante qui nous avait accueillis chez elle est morte. Mais elle ajoute « Tu ne te rappelles peut-être pas, ça fait des années, tu as dû rencontrer beaucoup de monde entre-temps. Je trouve même étonnant que tu te souviennes de moi. » Je rentre à l'hôtel en pensant à elle. Je n'ai pas songé à lui demander si elle était mariée et avait des enfants. Je crois que j'ai eu peur de lui poser la question. Comment ne pas avoir peur de ça ? Je me suis lancé dans d'autres conversations et en sortant du dîner, je l'ai vue de loin et n'ai pas voulu prendre congé d'elle, comme pour la renvoyer intégralement dans le puits d'obscurité d'où elle était sortie. Elle ne se ressemblait pas. Qui était-elle dans ce cas ? J'entre dans ma chambre au 15e étage. J'avais laissé l'air conditionné. Il fait plutôt froid, mais c'est une sensation très agréable. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. J'aurais pu lui dire adieu à jamais, car il est fort possible qu'on ne se revoie pas. On était à l'Esquier en 1978 ou 1979. Elle avait un équipement ultra moderne. Je n'ai pas osé lui dire que 40 ans plus tard, je me rappelle la marque de ses skis, de ses fixations, de ses chaussures, des Rossignol ST650, des Look Nevada et des Nortica. Je n'ai pas osé lui avouer cette profusion de souvenirs et de marques. Elle cache peut-être une évocation plus grave et plus profonde, qui n'est autre que celle-ci. La première fois que j'ai vu Barcelone, c'était avec elle et sa tante, établie dans cette ville et morte aujourd'hui. Je ne lui ai pas demandé en quelle année elle était morte. Elle ne nous avait pas permis de dormir ensemble. Elle s'était couchée avec sa tante et moi dans une autre chambre. Et maintenant, 38 ans après, il me semble que c'était une décision très sage. Grâce à elle, je peux essayer de passer une nuit tranquille. Et avec le visage de Paloma jeune, elle s'appelait et s'appelle toujours ainsi, je tâche de fermer les yeux, de dormir. Brune. Elle avait des yeux noirs pleins d'innocence, des cheveux sombres et raides, et tout le monde l'aimait, car elle était sympathique, douce et gentille. Nous n'aurions pas dû nous séparer. Nous aurions dû nous marier et vieillir ensemble. Je n'aurais pas dû la connaître. Je n'aurais pas dû naître si c'était pour souffrir autant.
Je me lève au milieu de la nuit. Je n'arrive pas à fermer l'œil. Il est 3 heures. J'allume toutes les lumières et regarde les lieux et mes affaires éparpillées dans la chambre. Demain, je rentre à Madrid. Ces murs accueilleront un nouveau client et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'immeuble s'écroule, ait une autre affectation, soit rénové ou démoli et emporte à jamais dans un tourbillon toute la phrase que je suis en train de prononcer en ce moment même. En ce moment même. En ce moment même. Merci à Pierre Beau pour cette lecture des premiers chapitres d'Alegria qui vient de paraître aux éditions du Sous-Sol, traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon. Bonjour Manuel Villas. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la Maison de la Poésie et c'est Manuela Corigliano qui va traduire notre discussion. Alors, on est très heureux, après Ordesa, de retrouver votre narrateur, un écrivain qui est un écrivain espagnol de 55-56 ans, nommé Manuel Villas. Et on est très heureux aussi de retrouver tous les personnages que nous avions tant aimés dans Ordesa, des personnages auxquels vous donnez des noms de musiciens. C'est la convention littéraire que vous adoptez. Bach et Wagner, qui sont vos parents, dont la mort vous laisse inconsolable. Vos 2 fils, Bra et Valdi, diminutif de Brahms et Vivaldi. Et puis, on fait aussi la connaissance de 2 nouveaux personnages, 2 nouveaux venus. Il y a Mo pour Mozart, qui est votre 2e femme, et puis le terrible Arnold Schoenberg, qui serait au fond la personnification de votre dépression ou de vos idées noires. On va reparler de ce Schoenberg. Une phrase qui se trouve à la fin d'Alegria pourrait résumer, je crois, ce nouveau livre. Un homme qui va d'hôtel en hôtel, voyage en Espagne, au Portugal, en Italie, en France, en Amérique et se souvient de 2 fantômes amoureux. Alors ces 2 fantômes amoureux, ce sont vos parents. Qu'est-ce qui vous a décidé à poursuivre cette entreprise autobiographique? Très bien. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, la Maison de la Poésie. Merci beaucoup, Manuela. Merci beaucoup, Adrián, Marine, Geraldine, Sous-Sol, por hacer posible que esté aquí. Contesto a tu pregunta. Yo comprendo muy bien el francés, pero no lo hablo. Yo me di cuenta de que había cosas que no había acabado de contar en Ordesa. Ocurrió lo siguiente. Hice una promoción muy larga de Ordesa y a lo largo de esa promoción me encontraba a personas que habían conocido a mi padre y a mi madre. Esto para mí era una confusión entre ficción y realidad enorme. Casi era como la segunda parte del Quijote de Cervantes, donde los personajes han leído la primera parte. Me acuerdo de que... On va peut-être laisser Manuela traduire. Alors tout d'abord, merci. Je réponds à ta question. Je comprends le français, mais voilà, je ne le parle pas. Alors en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas racontées dans Ordesa, dans le livre précédent. Ça s'est passé comme ça. Pendant la promotion de ce livre-là, justement, qui a été une longue promotion, il y avait des rencontres à l'occasion desquelles je rencontrais des gens qui avaient connu mes parents. Et cela a déterminé une confusion énorme entre fiction et réalité. C'était un peu comme dans la deuxième partie du Quichotte de Cervantes,
Cervantes ou les personnages qui figurent dans le livre ont lu la première partie du livre même. Voy a contar una historia. Yo estaba en Barcelona en un club de lectura y hablando de Ordesa. Y al final del acto había una firma de libros y yo vi en la cola de la firma de libros un señor, un octogenario, un señor de unos 80 años, que me miraba de manera inquietante, ¿no? Y yo le vi, estaba a 6 o 7 metros y me miraba como diciendo, yo a ti te conozco. Yo seguía firmando libros y él se iba acercando de manera inquietante, ¿no? Muy inquietante. Se puso delante de mí, me dio Ordesa para que se lo firmara. El ejemplar de Ordesa estaba subrayado, lleno de, muy usado, muy gastado. Le firmo el libro, se lo dedico. Le doy el libro, se me queda mirando a los ojos y me dice, yo fui muy amigo de tu padre. Entonces, a mí el corazón, pues es una sensación. Luego quedamos después, hablamos, me contó cómo había conocido a mi padre y tal. Pero yo pensé, luego iba yo al hotel y pensé, esto son enviados, mi padre me envía estos mensajeros, ¿no? Es decir, es que era como si me hiciera adicto al pensamiento mágico. Es decir, pensaba que mi padre me mandaba estos amigos suyos para hablar conmigo, ¿no? Quiero decir que estaba viviendo unas emociones muy intensas. Y esas emociones intensas fueron las que quise darles forma en alegría. Y una última cosa, porque si no Manuela se va a enfadar conmigo. También yo me di cuenta de que si yo había escrito Ordesa sobre mi padre y mi madre, tenía que concluir la cadena. Y tenía que concluir esa cadena a través de un libro sobre mis hijos. Alors, je vais raconter une histoire. Je me trouvais à Barcelone à l'occasion d'un club de lecture pour la présentation d'Ordesa, justement. Et il y avait une dédicace, une séance de dédicace à la fin de la rencontre. Donc, il y avait la queue des lecteurs qui voulaient justement ma signature sur leur exemplaire. Et à un moment donné, je vois un monsieur qui devait avoir à peu près 80 ans, qui me regardait de manière, avec insistance et de manière même inquiétante. Il se trouvait à 6 mètres, à 7 mètres de moi à ce moment-là. Et il me regardait, il me fixait comme pour dire « je te connais ». Donc la queue avance et au moment où il arrive juste devant moi, il me donne son exemplaire du livre qui est, on voit que le livre a bien vécu, il est souligné, il y a des notes, etc. Donc il me donne son exemplaire, je le signe. À ce moment-là, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « J'étais un ami de ton père ». Alors évidemment, ça a été une sensation très, très, très forte. Ensuite, on s'est donné rendez-vous pour plus tard dans la soirée. On a passé un moment ensemble. Il m'a raconté comment il avait connu mon père, etc. Et plus tard, quand je suis rentrée à l'hôtel, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que mon père m'envoyait ses messagers, que c'était lui qui m'envoyait ses messagers. Je suis devenue un peu accro à la pensée magique, en quelque sorte. Ça a provoqué des émotions très fortes, très intenses. Et c'est comme ça, c'est à ça que j'ai voulu donner forme à travers ce deuxième livre, Alegría. Donc si d'un côté j'avais écrit Ordesa pour parler de mes parents, c'était le moment maintenant de boucler la boucle en écrivant un livre pour parler de mes enfants. Mais l'écriture, parce que ce livre-là est adressé, on a le sentiment que c'est une manière de maintenir le dialogue avec vos morts, vraiment. Vous leur parlez réellement. De los muertos, ¿no? Sí. Sí, sí.
Sí, eso. Mientras escribes un libro sobre tu padre y tu madre, no acaban de estar muertos, siguen vivos. Entonces, la adicción a la escritura es porque si escribes sobre ellos, siguen vivos. Si dejas de escribir sobre ellos, se van al olvido profundo, ¿no? Pero yo quería decirle al lector, en realidad, había otra cosa importante, que era transmitirle al lector que no deje nunca de pensar en su padre y en su madre. También me di cuenta de una cosa muy importante. Me di cuenta de que los escritores no somos importantes. Sí, me di cuenta de que los lectores son importantes. El hecho literario ocurre en el lector. La literatura sucede en el lector, en la cabeza del lector. Si yo hablo de mi padre y de mi madre, es para que el lector hable con su padre y con su madre. En fait, tant qu'on écrit de notre père, de notre mère, ils ne sont pas morts. C'est comme si le fait d'écrire sur eux leur permet de rester en vie, les fait rester en vie. Donc si tu écris sur ton père et sur ta mère, ils sont toujours vivants, alors que si tu arrêtes d'écrire, ça les envoie dans un oubli profond. Il y a une autre chose importante, c'est que je voulais transmettre aux lecteurs l'idée qu'ils ne doivent pas s'arrêter de parler de leurs parents. Et il y a aussi une autre chose que j'ai découverte, et c'est que les écrivains ne sont pas importants, c'est les lecteurs qui sont importants. La littérature se réalise en fait dans la tête du lecteur. Vous citez en exergue un vers du poète José Hierro qui dit « Je suis arrivé par la douleur à la joie ». C'est très important cette phrase. En même temps, c'est pas évident. C'est pas le chemin le plus évident pour arriver à la joie. Efectivamente, esa idea es fundamental en la novela, es alcanzar la alegría desde el dolor. Era el tipo de alegría que yo quería proponerle al lector. Yo quería decirle al lector que el objetivo de la vida es la alegría. Yo pensé mucho sobre dos sentimientos que me parecen importantes en la experiencia humana, la alegría y la felicidad. Y los comparé alegría y felicidad. La felicidad es un sentimiento de carácter social y está relacionada con el éxito en la vida, el éxito laboral, el éxito económico, el éxito sentimental. En cambio, la alegría es un sentimiento íntimo y personal. La alegría es atávica, primitiva, viene de la noche de los tiempos. Es el Homo sapiens que se despierta por la mañana, ve el sol, la luz, los árboles, el agua y siente una profunda admiración hacia todo cuanto existe. Y esa admiración yo la he llamado alegría. Pero me interesaba también decirle al lector que en el ser humano hay mucho dolor y que hay que llegar a esa alegría desde el dolor. Y toda la novela muchas veces algunos lectores me dicen, pero ¿dónde está la alegría en la novela? Digo, la alegría es la utopía, es decir, es el objetivo final. Es decir, hay mucho dolor en la novela, pero es un dolor encaminado a la consecución de la alegría.
Oui, en effet, une idée fondamentale du livre est celle justement qu'on peut obtenir la joie par la douleur. J'ai voulu dire au lecteur que l'objectif dans la vie est celui d'atteindre la joie, justement. Alors, il y a deux sentiments importants qui sont la joie et le bonheur. Je les ai comparés. Et je me suis dit que le bonheur a un caractère social, il correspond à un succès professionnel, économique ou sentimental, alors que la joie est un sentiment intime, personnel, atavique, primitif, qui vient de la nuit des temps. L'homme sapiens se réveille le matin et il observe tout ce qui l'entoure, le soleil, l'eau, les arbres, la nature, et il ressent de l'admiration pour tout ce qui existe. Je voulais aussi dire au lecteur que la douleur fait partie de l'expérience humaine, elle est dans l'être humain, parce que souvent ça m'arrive aussi que des lecteurs me demandent mais où est-ce qu'elle est la joie dans ton livre, parce qu'il y a beaucoup de douleur quand même. Et ma réponse est celle-ci. Alors la joie est une espèce d'utopie vers laquelle on doit tendre. Donc il est vrai qu'il y a beaucoup de douleur, mais c'est pour arriver à cette joie. Moi, j'ai l'impression que la joie passe beaucoup par les relations que vous avez avec vos fils. Il y a des très beaux moments où, en fait, ce qui vous rend vous-même joyeux, c'est de voir la joie de vos fils. Sí. Los hijos, quienes somos, las personas que tenemos hijos, padres y madres, los hijos son un misterio, ¿no? El padre o la madre está en mitad está entre los abuelos y los hijos, ¿no? Voy a contar una historia que cuento en la novela, en Alegría. Yo estaba con mi hijo, el pequeño, en Chicago, en Estados Unidos. Y fuimos a la habitación y mi hijo se quitó las zapatillas y tiró una zapatilla por un lado y otra por otro lado. Y claro, yo me quedé mirando ese gesto que había hecho mi hijo y me acordé de que mi padre, cuando se quitaba los zapatos, mi padre dejaba perfectamente alineados los zapatos, los dejaba absolutamente ordenados y cuando entraba en una habitación veía el lugar idóneo para poder dejar los zapatos. Yo eso lo vi de niño. Yo cuando estoy en un hotel y me quito los zapatos, dejo los zapatos como si aparcara un automóvil, perfectamente, simétricamente, porque se lo vi hacer a mi padre. Entonces yo veo a mi hijo hacer eso y yo pienso, tengo que transmitirle a mi hijo esta enseñanza de mi padre para que haya una comunicación en el tiempo, para que haya una cadena de sentido en el tiempo entre abuelos, padres e hijos. Pero claro, si yo le digo a mi hijo que tiene que dejar alineadas y perfectamente ordenadas las zapatillas, va a pensar que su padre está completamente loco. Entonces, vi esa dimensión del tiempo, una dimensión llena de belleza, pero que yo veía que esa cadena de transmisión se rompía, porque yo eso ya no se lo podía transmitir a mi hijo, ¿no? En cualquier caso, pero lo que vi es belleza, ¿no? Belleza en esa dimensión temporal que es la familia, ¿no? La familia entendida de una manera muy humilde, no con grandes palabras, sino una cadena de amor en el tiempo. Perdona, Manuela, que me he alargado. Alors, ça commence où? Alors, je vais raconter une histoire. À un moment, j'étais aux États-Unis, à Chicago, avec mon fils cadet. Et au moment de rentrer dans notre chambre d'hôtel, je vois mon fils lever, quitter ses chaussures et les balancer comme ça, n'importe comment, une d'un côté, une de l'autre. Il les lance littéralement. Donc, en observant cette scène, j'ai pensé à mon père qui avait une façon particulière de ranger ses chaussures en les mettant vraiment une à côté de l'autre, parallèles, bien à leur place. Et même quand
quand il rentrait dans une chambre, il cherchait tout de suite, il étudiait pour voir l'angle le plus, celui où il fallait ranger ses chaussures. Donc, moi d'ailleurs, j'ai appris ça de mon père, je fais pareil. Quand je rentre dans une chambre, je vois tout de suite où je peux garer littéralement mes chaussures comme si c'était une voiture. Et en voyant cette scène avec mon fils, je me dis que je dois absolument lui transmettre cet enseignement pour créer cette chaîne à travers le temps, cette chaîne qui passerait de mon père à mon fils. Mais en même temps, je me dis que si je lui dis ça, si je dis à mon fils qu'il doit ranger ses chaussures l'une à côté de l'autre, qu'elles soient bien parallèles, etc., mais je me suis dit, bon, il va certainement penser que son père est un peu fou. Donc, je prends conscience que cette chaîne de transmission va s'interrompre à ce moment-là, mais quand même, je remarque une beauté de cette dimension familiale à travers le temps. Sí, quiero añadir una cosa, que mi hijo, el pequeño, hace cosas muy literarias, ¿no? Entonces, yo hablé con él y le dije, mira, voy a contar cosas que tú y yo hemos vivido en alegría, ¿no? Si quieres, te las dejo leer antes para que si te parece bien o te parece mal. Y él se vio, ahora mi padre quiere que lea la novela y entonces me dice, ¿te van a pagar por eso que vas a escribir sobre nuestra vida juntos? Y yo le digo, hombre, espero que sí. Y me dice, pues escribe lo que quieras, no hace falta que yo lo lea. Je vais dire, mon fils cadet, il fait des choses assez littéraires. Donc, j'avais en tête de parler dans ce livre de lui. Et donc, je me suis dit que c'était quand même bien de le prévenir avant. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais raconter dans Allegria des choses qui nous concernent, qu'on a vécues ensemble. Donc, je voudrais bien que tu le lises avant pour que tu me dises si tu es d'accord ou pas que j'écrive ça. Et lui, il m'a dit, écoute, est-ce qu'on va te payer pour écrire ça? Et moi, j'ai dit, ben oui, avec un peu de chance, oui. Et elle a fini par me dire, écoute, écris ce que tu veux, c'est pas la peine que je le lise avant, fais ce que tu veux. Mais l'anecdote que vous racontiez à l'instant sur les chaussures est, je trouve, très emblématique de la manière dont fonctionne votre mémoire et au fond notre mémoire à tous. Hein. Ça part souvent des objets. Il y a une autre histoire avec les chaussures. Vous achetez des chaussures neuves et ça vous fait penser à votre mère. Il y a une histoire avec un presse-agrumes aussi. Enfin, ça fonctionne vraiment comme ça avec des choses très, très concrètes. Sí. Eso no sé, es una cosa que ni yo mismo sé por qué esa fijación con los objetos, ¿no? Creo que tiene que ver con un origen sociológico en la clase media, en donde yo vi que la prosperidad de la clase media baja tenía que ver con la compra de cosas, ¿no? Un automóvil, un electrodoméstico. Entonces, yo creo que es como una especie de trauma psicológico y yo evoco el pasado a través de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en Alegría hay 3 o 4 páginas dedicadas a establecer la diferencia entre 2 modelos de automóviles que hubo en España en los años 70, que eran el SEAT 124 y el SEAT 1430, porque vi que eso en mi casa era una obsesión. Entonces, efectivamente, mi memoria funciona a través de los objetos. ¿Sí? Yo creo que tiene una razón de carácter sociológico, ¿no? Que tiene que ver con eso, con que yo vi la prosperidad a través de la compra de automóviles, electrodomésticos, la televisión, a través de cosas concretas, de bienes materiales, ¿no?
Oui, c'est quelque chose que je ne sais pas trop d'où ça vient, mais en fait, oui, cette fixation pour les objets, je me dis que ça doit avoir une origine sociologique liée à la classe moyenne, parce que je me suis rendu compte que pour la classe moyenne basse, la prospérité est liée à l'achat de choses, à l'achat d'objets, à l'achat de biens matériels, une voiture, les électroménagers, la télé, etc. Donc, j'évoque le passé, effectivement, à travers les choses, à travers les objets. Dans Allegria, par exemple, il y a au moins 3-4 pages qui sont consacrées à la description des différences entre la Seat 124 et la Seat 1430, deux types de voitures, parce que justement ça a été une obsession chez moi, chez mes parents, les différences entre ces deux voitures. Donc oui, effectivement, ma mémoire se fait à travers les objets, à travers les choses. Sí, quiero contar una cosa muy interesante. Mi padre vendió un coche de segunda mano, o sea, un Seat 124, y este coche lo tuvo muy pocos meses, ¿no? Entonces íbamos por el pueblo, donde vivíamos, por Barbastro, mi padre y yo, y él ya había vendido el coche a otra persona. Y mi padre, cuando encontraba el coche que ya no era suyo, se lo quedaba mirando y miraba a ver si el nuevo propietario del coche lo trataba bien. Y yo esto lo veía de niño y para mí era traumático. Yo no entendía, digo, pero si ya ha vendido el coche a otra persona, ¿qué le importa si trata bien o trata mal el coche? Entonces mi padre decía, este señor a quien le he vendido el coche no lo lava, está sucio el coche. No deja el coche en la sombra, sufría por un coche que ya no era suyo. Entonces, yo lo veía de niño y un niño es como una esponja. Todo lo que ve lo absorbe, ¿no? Entonces yo veía esa fijación de mi padre, esa preocupación por un coche que ya no era suyo, ¿no? Y pasado el tiempo, me parece un recuerdo hermoso, ¿no? La de una persona que se preocupa por un bien material que ya no es suyo, ¿no? Había ahí una dimensión misteriosa de la condition humana. Alors, je vais raconter une histoire effectivement liée à ça. Mon père a eu une voiture qui était une Seat 124 qu'il n'a gardée que quelques mois. Il l'a vendue tout de suite après. Quand je me promenais avec mon père dans le village où on habitait, à Barbastro, ça nous arrivait de revoir cette voiture qu'il avait déjà vendue. Et mon père se mettait à la regarder, à l'observer pour vérifier si le nouveau propriétaire en prenait soin ou pas. Et moi, je l'observais, je ne comprenais pas. Et mon père, voilà, il s'énervait si la voiture n'était pas propre, si elle n'était pas bien lavée, si elle n'était pas garée à l'ombre, etc. Et moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas trop cette colère par rapport à une voiture qui n'était plus la sienne. Mais les enfants sont comme des éponges, donc j'absorbais tout. Et je dois dire que maintenant, beaucoup de temps après, ça me paraît un beau souvenir, ça me paraît une dimension mystique de la condition humaine. Mais on sent en vous lisant que c'est important pour vous d'être fidèle à cette classe moyenne dont vous êtes originaire, enfin, de ne pas la trahir en quelque sorte. Sí, sí. De alguna manera sí, es una fidelidad. Es como una especie de seguir en contacto con tu padre y con tu madre, ¿no? Es un cordón umbilical que te une a tu familia. Sí, y yo soy fiel, sí. Y me siento muy de clase media. Creo además que la clase... El otro día en el programa de radio de esta periodista Lauren Adler. Sí, Laura Adler. Ella puso, es que es muy difícil pronunciar en español, sí, Adler. Ella puso una grabación de Albert Camus en donde decía que
Camus decía que él había escrito no sobre las personas que hacían la historia, sino sobre las personas que padecían la historia. Eso es lo que dijo Albert Camus. Claro, es lo mismo que yo pienso igual, es decir, esa fidelidad a la clase media es fidelidad a las personas que padecen la historia. Oui, en effet, il y a une forme de fidélité à la classe moyenne. C'est une manière de garder le contact avec mon père, avec ma mère. Et je confirme effectivement cette fidélité. Je suis fidèle à cette classe sociale. L'autre jour, dans une émission radio, j'ai entendu Laura Adler qui passait un enregistrement de Camus. Et dans cet enregistrement, Camus disait qu'il l'avait écrit non pas pour les personnes et sur les personnes qui font l'histoire, mais sur ceux qui la subissent. Donc pour moi, la fidélité à la classe sociale, c'est pareil, c'est manifester le fait de subir l'histoire. Alors, à travers votre histoire et l'histoire de vos parents, vous racontez aussi des bribes de l'histoire de l'Espagne. Je voudrais qu'on écoute un deuxième passage du livre. C'est un passage dans lequel vous racontez que vous avez rencontré l'ancien Premier ministre Felipe González. Sí, sí, sí. On l'écoute et puis on en parle après. Sí, sí. A mí me invitaron a... ¿Cómo? Ok, perdón. Aujourd'hui, les circonstances de la vie ont fait que j'ai été invité à déjeuner à Madrid avec Felipe González. Le temps a passé, mais dans les années 80 et pendant une bonne partie des années 90, Felipe González était tout en Espagne. Pour beaucoup, il a été le président du gouvernement espagnol le plus brillant du XXe siècle. Je suis arrivé au déjeuner légèrement de mauvaise humeur car il pleuvait à Madrid et je m'étais perdu. J'ai dû prendre un taxi alors que ce n'était pas nécessaire, l'endroit où je devais retrouver Felipe González se trouvant tout près, mais je l'ignorais. Je crois que je n'aurai pas assez de temps pour bien connaître Madrid, même si je lui consacre toute l'attention dont je suis capable. Je constate que mes facultés pour me repérer diminuent. J'ai toujours eu un bon sens de l'orientation, mais plus maintenant, et perdre cette aptitude m'angoisse davantage que de me sentir moi-même perdu dans Madrid. On peut remédier au deuxième problème, pas au premier. Mais ces deux sources d'angoisse se manifestent par un découragement identique. À croire qu'Arnold s'acharne sur moi. J'ai une peur panique des maladies comme celle d'Alzheimer, ce qui m'amène à me souvenir des derniers jours d'Adolfo Suárez, le président du gouvernement qui avait précédé Felipe González. Durant ces dernières années de vie atteint d'Alzheimer, il ne savait plus qui il avait été. On raconte, mais j'ignore si c'est vrai, que lors d'une visite de Don Juan Carlos Ier, Suárez ne l'avait pas reconnu. Il l'avait pris pour un mendiant qui faisait l'aumône et lui avait donné quelques centimes. Même pas 1 euro, juste quelques centimes. La pluie et le vent m'ont rappelé l'hostilité des villes quand on ne circule pas dans une voiture officielle et qu'on prend les transports publics. J'avais très envie de rencontrer Felipe González. Tandis que la pluie tombait sur mon manteau, je me disais qu'il était neuf et qu'il allait s'abîmer. Je me suis demandé si Felipe González était vraiment un homme politique aussi connu que ça dans le monde entier, assez célèbre pour être mentionné dans un roman sans qu'on apporte de précision sur son identité. Quelqu'un comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher ou Mikhail Gorbatchev, pour citer des politiciens de son temps, encore que j'ignore si ces derniers sont vraiment célèbres. Nous ne savons pas de qui se souviendra l'histoire du dernier tiers du XXe siècle. L'histoire est peut-être déjà en train de devenir une immense irréalité. Mais je comptais également assister à ce déjeuner pour rendre hommage à mon père et à ma mère. Car quand nous étions tous réunis, que nous formions une famille et que mon père, ma mère, mon frère et moi mangions ensemble dans les années 80, devant le journal télévisé, Felipe González apparaissait. Je crois que ma mère, mon père, mon frère et moi pensions que Felipe González était l'Espagne. On ne peut concevoir un pays qu'au travers des gens qui le représentent. Et si l'Espagne existait, alors notre famille existait elle aussi. De sorte que lorsqu'on voyait Felipe à la télé, on se voyait nous-mêmes formant un tout. Tel était le secret.
Je suis entré dans la salle où le déjeuner devait avoir lieu et plusieurs personnes m'ont salué avec amabilité et sympathie. Je leur en ai été très reconnaissant parce que j'avais peur. J'ai toujours peur à la perspective de rencontrer des individus qui représentent ou ont représenté l'État ou l'Espagne. Dans le cas de Felipe González, j'éprouvais cependant une sensation étrange de la tendresse. Je me suis rendu compte qu'il était très timide. Je l'ai vu à ses yeux. Ce que je vais dire semble exagéré, mais les yeux de l'ancien président du gouvernement, qui se posait soit sur le côté, soit sur le sol, m'ont rappelé deux personnes. Mon cerveau est peut-être devenu une machine de traitement de l'information capricieuse et un peu déglinguée, mais à mesure que je me concentrais sur les yeux et le regard de Felipe González, deux hommes qui me regardent ou me regardaient exactement de la même manière que l'ancien président du gouvernement me revenaient en mémoire. Il s'agit de l'écrivain espagnol Carlos Castan, auteur de plusieurs excellents recueils de nouvelles, et de mon père, Jean-Sébastien Bach. L'ancien président du gouvernement avait le même regard. On m'a octroyé dans cette vie le don de comparer avec précision les yeux des humains. J'ai toujours été doué pour analyser des physionomies, dégager des ressemblances physiques, des concordances qui infirment l'idée d'originalité, l'idée qu'on vit dans un monde original. J'ai hérité cette qualité de ma mère qui étonnait toute la famille en affirmant qu'un tel était la copie conforme de tel autre. Je continuais d'observer avidement Felipe González. Il le savait. Depuis plus de 40 ans, il doit croiser des gens qui l'observent avec avidité. Plus de 40 ans à être sur toutes les lèvres. J'ai pensé à cela, à ce que ressent quelqu'un dont le visage est perpétuellement exhibé. Je me suis ensuite intéressé à ses mains. L'ancien président du gouvernement a des doigts fins, des mains peu communes, pour ne pas dire singulières. Ses doigts ont l'air plus jeunes que le reste de son corps, à croire qu'ils n'ont pas vieilli, contrairement aux autres parties de son anatomie. J'ai pensé à Jésus-Christ et à ses mains. Les peintres ont imaginé le Christ comme l'expression de la plus grande beauté qui soit. Après ses doigts, je me suis mis à étudier sa chevelure abondante. Tous ses cheveux étaient blancs, sans exception, mais je n'ai pas remarqué de zone clairsemée, ni de menace de calvitie sur son crâne. Ça m'a réjoui. Je me suis ensuite rappelé d'autres présidents du gouvernement qui n'avaient pas davantage de problèmes de ce côté-là. Par exemple, José María Aznar, sans avoir une chevelure très impressionnante, il a des cheveux noirs, bien épais. Adolfo Suárez avait lui aussi de beaux cheveux. Le moins bien loti est José Luis Rodríguez Zapatero, mais je crois que c'est lié au fait qu'il aime les coupes très courtes. Mariano Rajoy n'a, lui, pas non plus, pas de souci à se faire du point de vue capillaire. En revanche, l'ancien président du gouvernement, Leopoldo Calvo Sotelo, qui n'est pas resté longtemps en fonction et a très peu compté, était chauve, parce qu'il a accédé au pouvoir sans que personne n'ait voté pour lui. Qu'un de ses patronymes, Calvo, confirme cette théorie me fait rire. La démocratie est prolifique en matière de cheveux. Le dictateur Francisco Franco était chauve. La calvitie de Franco était celle de l'Espagne. La démocratie a amené avec elle des dirigeants qui avaient des cheveux sur la tête. Ils avaient même des pattes, comme Felipe González quand il était jeune. C'est du moins l'image que je garde de lui. La dictature est chauve et la démocratie chevelue. Ça me fait de nouveau rire. Du point de vue anatomique et iconographique, la démocratie a signifié l'arrivée d'un corps de dirigeants de haute stature. Franco était petit et rondouillard. D'après mes calculs, Suárez et Felipe mesuraient au moins 1,75 m et ils étaient minces. Rajoy et Zapatero sont grands, ils dépassent 1,80 m. Franco mesurait 1,62 m, quelque chose comme ça. La démocratie s'est traduite par l'arrivée de corps plus sveltes, plus beaux. Si ton président n'est ni gros ni chauve, tu es plus motivé. Cela t'aide dans la vie, cela t'aide même beaucoup. Je crois que Dieu en personne a maudit Franco. Oui, Dieu, justement, que Franco invoquait tant, en le frappant de calvitie, de surpoids et de petitesse. Il se peut aussi que la calvitie, le surpoids et la petitesse aient été des particularités du dictateur qui inspirait confiance. Que sa moustache ait été le clou de son physique. Il l'a arborée pendant 40 ans d'histoire de l'Espagne. C'était peut-être une moustache magique, avec des super pouvoirs.
Philippe a beaucoup parlé et j'ai remarqué autre chose chez lui. Sa pensée linguistique se fonde sur l'explication constante de choses évidentes. Elles le sont à mes yeux, mais j'ai compris que pendant des années, dans l'histoire de l'Espagne, elles ne l'étaient pas. J'ai par conséquent eu la révélation qu'un accident important s'était produit dans la vie de cet homme. Il était devenu maître d'école. J'ai alors considéré Felipe González comme un maître d'école. Le poète républicain Antonio Machado était lui aussi un maître d'école, comme Jésus-Christ. Comme le philosophe Wittgenstein, que je n'ai jamais bien compris alors que j'ai dû très fréquemment affirmer le contraire pour ne pas perdre la face ni passer pour un débile, ce que je suis par ailleurs, Arnold va adorer ça, je n'ai jamais compris Wittgenstein, ou alors à peine les 2 premières phrases de son Tractatus. Le reste m'était impénétrable. J'ignore pourquoi, mais aujourd'hui je suis ravi de ne pas l'avoir compris. Tout est vanité. Parce que je suis incapable de comprendre de nombreux philosophes, je me considère comme un homme à l'intelligence médiocre qui n'aspire qu'à la poursuite de la beauté. Parce que la beauté, elle, m'importe. La beauté est analphabète et inculte. On met du temps à le savoir. La joie l'est encore plus profondément analphabète et inculte. Merci Pierre Beau. Je vous voyais rire, Manuel Vilas, en écoutant cette lecture. Sí, sí, bueno, lo he escrito yo, claro, pero es muy bueno. Me he reído mucho. El escritor me gusta pensar que un escritor es como un extraterrestre que visita la Tierra y mira las cosas como si fuese la primera vez que las mira. Entonces dice, se fija en los presidentes de la democracia tienen pelo, el dictador no tiene pelo. Sí, vuelve a mirar, ¿no? Vuelve a mirar la realidad como si no la hubieran visto, como si fuese la primera vez. También hay... me interesa la iconografía de la política, ¿no? ¿Por qué existe la política? Existe a través de los presidentes, los reyes, los grandes mandatarios. ¿Y qué significan? Mi obsesión como escritor es explorar qué significan esos rostros, ¿no? No sé qué filósofo decía, no recuerdo, que el poder está vacío. Es decir, yo me di cuenta en aquella ocasión en que coincidí con Felipe González, me di cuenta de que el poder es un azar. De repente Felipe González estaba situado en un momento determinado de la historia que le llevó a ser presidente de un gobierno en España durante 13 años. 13 años, es mucho tiempo, ¿no? Pero no había ninguna razón especial más allá del azar, ¿no? Entonces, la literatura explora la política con unos ojos diferentes, ¿no? Hace fotografías, la literatura hace una foto de un acontecimiento político, pero el escritor no interpreta la foto. Porque si interpretara la foto sería un escritor de tesis, sería un escritor alineado políticamente. No, el tipo de escritor que yo soy es ambiguo. Yo hago la fotografía, se la ofrezco al lector y el lector debe interpretar la fotografía. Yo en Ordesa hice una fotografía de la monarquía española. Aquí hago una fotografía de Felipe González. Tiene que ser una foto inteligente, expresiva, en un momento importante del personaje, ¿no? Y creo que eso debe hacerlo la literatura. Pero la foto es ambigua. No se sabe si el escritor está a favor o en contra de ese personaje retratado. Eso lo tiene que decidir el lector. Esa es mi manera de entender cómo la política tiene que estar dentro de la literatura. Por una razón, que es una razón de carácter cervantino, de Cervantes.
la ambigüedad. Es difícil juzgar si esto es bueno o esto es malo. Entonces, la literatura está siempre dentro de la ambigüedad. Y a mí me gusta que la literatura sea ambigua porque la vida también es ambigua. Perdona, Manuel. Me vas a matar. Concernant la lecture, effectivement, bon, c'est vrai que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est bien écrit quand même, ça m'a fait rigoler. Alors, j'aime penser que l'écrivain est comme un extraterrestre qui visite la Terre et qui regarde les choses pour la première fois, qui porte un regard neuf, disons, sur les choses. Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec ce passage où les présidents démocratiques ont des cheveux et le dictateur est chauve. Voilà. Ça m'intéressait beaucoup, l'iconographie de la politique m'intéressait, c'est-à-dire pourquoi la politique existe. Mon obsession en tant qu'écrivain, c'est de comprendre justement ces visages de la politique. Alors il y avait un philosophe, je ne sais plus lequel, qui disait que le pouvoir est vide. Et revenant à cet épisode concernant Felipe González, effectivement, je me suis rendu compte qu'il a été au pouvoir par hasard. Il a été président du gouvernement pendant 13 ans quand même, mais c'était dû complètement au hasard. Il n'y avait pas d'autre raison que le hasard. La littérature doit étudier donc la politique avec des yeux différents et prendre des photos de la politique mais sans l'interpréter. C'est ma manière de le voir. Donc pour moi, l'écrivain doit être ambigu. En tant qu'écrivain, je prends une photo. Dans Ordesa, par exemple, c'était la photo de la monarchie espagnole. Dans Alegría, c'est une photo de Felipe González. La photo doit être évidemment une photo intelligente mais ambiguë. Et c'est le lecteur qui doit décider comment l'interpréter. C'est ma manière de voir donc le rôle de la politique dans la littérature. La littérature qui, dans ce sens-là, doit être ambiguë comme la vie est ambiguë. On a entendu dans cet extrait mentionner à 2 reprises le nom d'Arnold Schoenberg. Donc je le disais tout à l'heure, c'est l'ange de la dépression, c'est votre mauvais génie. Pour quelle raison en faire vraiment un personnage et le nommer? Est-ce que vous avez moins peur quand vous l'appelez Arnold? Sí, yo quería hablar de la depresión y pensé en el sistema literario que me había inventado, donde todos los personajes son músicos, compositores, donde la armonía es importante. El compositor que rompe la armonía clásica es Arnold Schoenberg. Entonces dije, Arnold va a ser la depresión. La depresión a mí me interesa muchísimo. Los sociólogos dicen que en el 2050 la depresión va a ser la primera enfermedad a nivel mundial. No me interesaba tanto hablar de la depresión como trastorno psiquiátrico, sino hablar de la sensibilidad del deprimido. Yo creo que las personas que se deprimen son personas muy inteligentes, porque tienen una enorme sensibilidad. Se dan cuenta de algo, el deprimido se da cuenta de que el mundo está vacío. Se da cuenta de que la tristeza y el dolor existen. Y ve la tristeza con tanta intensidad que empatiza con ella y enferma, ¿no? Ahora bien, lo que yo propongo en Alegría, en la novela, mi apuesta es por una lucha contra la depresión. La manera en que yo lucho contra la depresión, mi personaje, Alegría, el narrador lucha contra la depresión, es intentando construir un significado. La vida de cualquier ser humano es la construcción de un significado. Desde que te levantas por la mañana, estás construyendo significado. Tomas un café, desayunas, te vistes, sales a la calle, hablas con tus compañeros de trabajo, hablas con tu familia, hablas con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus vecinos, haces la compra, preparas la comida. Todo es creación de significado para luchar contra Arnold, que es el vacío del mundo. Ahora bien, ver el vacío del mundo es importante. Hay personas que no lo ven.
Hay personas que no se deprimen nunca. Yo creo que no ver el vacío del mundo es perderse la mitad de la vida, porque el vacío está. Otra cosa es luchar contra él. Hay que luchar contra el vacío, pero no verlo, es decir, pasar por la vida sin haberse deprimido nunca, creo que es haberse perdido algo importante que hay en la vida, que es el dolor y el sufrimiento, que forman parte de la vida. Oui, alors effectivement, dans ce livre, je voulais parler de la dépression et dans le système littéraire que j'avais bâti, que j'avais construit, où tous les personnages ont des noms de musiciens ou de compositeurs donc, qui représentent l'harmonie, je me suis dit que c'était Schoenberg qui devait représenter la dépression parce que c'est lui qui casse l'harmonie, effectivement. Donc, les sociologues disent qu'en 2050, la dépression sera la première maladie à un niveau mondial. Donc moi, je voulais aborder le sujet du point de vue de la sensibilité des personnes dépressives. Les personnes dépressives sont celles qui se rendent compte que le monde est vide, que la tristesse et la douleur existent et qu'elles ressentent la tristesse à un tel niveau d'intensité que ça les rend malades. Donc dans Alegria, j'ai voulu présenter une lutte contre la dépression à travers la construction du sens. Ce qu'on fait tous les jours, alors on se lève, on prend un café, on s'habille, on sort, on parle avec notre famille, nos enfants, notre mari, notre femme, les collègues, etc. On fait nos courses, on fait à manger. Tout cela, en fait, c'est de la création de sens pour lutter contre Arnold, qui est le vide du monde. Mais ce qui est très important, c'est de voir le vide du monde. Voir le vide du monde est très important parce que sinon, on perd la moitié de la vie. Parce que ce vide existe quand même, donc il faut le vivre et il faut lutter contre la souffrance que ça représente. Dans ce livre, contrairement au premier, vous voyagez beaucoup. Vous voyagez beaucoup pour faire la promotion de Ordesa. Vous allez beaucoup dans les chambres d'hôtel et vous allez particulièrement aux États-Unis. Pourquoi votre rencontre avec ce pays a été à la fois très enthousiasmante et très compliquée? Au fond, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vivre dans ce pays. En Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo he vivido 4 años en Estados Unidos, pero en realidad en Alegría hay muchos viajes, no solo a Estados Unidos. El viaje para mí es, bueno, Estados Unidos para un escritor es un país, fíjate, ahora hemos visto el espectáculo terrible y brutal pero fíjate, yo lo he visto, el ataque al Capitolio parecía una película de Hollywood, ¿no? Es un país donde el espectáculo, si no hay espectáculo, nada es interesante. Entonces, claro, para un escritor ese país es muy interesante, es el país ideal para que un escritor escriba, ¿no? Porque todo es espectacular, ¿no? En ese sentido me ha interesado Estados Unidos, ¿no? Pero el viaje, me interesa el viaje porque la persona que viaja tiene una identidad móvil, no se sabe muy bien quién es. En cada ciudad puede ser una persona distinta. Los hoteles es una reinvención de tu identidad. Tú entras en una habitación de hotel y de repente eso no es tu casa. Y tú puedes reinventarte, puedes pensar que eres otra persona. Y eso para la literatura es una cosa muy fértil, ¿no? Da origen a muchas ideas literarias, ¿no? Sobre la identidad, ¿no? Por eso el viaje... claro, ya la idea de viaje y literatura, esa relación entre viaje y literatura es antiquísima, ¿no? El Quijote es una novela, es un viaje, están viajando y a través del viaje se produce el conocimiento de la vida, ¿no? Entonces, en Alegría el viaje está un poco al servicio del conocimiento. Viajas y conoces la vida al viajar, ¿no? Es la idea del
de la literatura, homo viator en latín, el homo viator, el hombre que viaja, ¿no? Y el hombre que viaja está todo el rato en movimiento, su identidad se mueve y a la vez está en un proceso constante de conocimiento. Oui, effectivement, j'ai vécu aux États-Unis pendant 4 ans. Mais dans Allegria, il est question en général de voyages, de beaucoup de voyages. Bon, faut dire que pour un écrivain, les États-Unis sont assez inspirants parce que tout ce qui se passe aux États-Unis est assez spectaculaire. Il suffit de voir ce qui vient de se passer au Capitole, donc c'est comme une scène d'un film. On aurait dit une scène d'un film sorti directement d'Hollywood. Donc c'est dans ce sens-là que pour un écrivain, c'est intéressant parce que c'est spectaculaire et donc c'est idéal. C'est un pays idéal dans ce sens-là. Mais le fait de voyager en général, c'est quelque chose de très lié à la littérature. Le voyageur a une identité mobile. Chaque ville permet de découvrir, de se découvrir une identité différente. Chaque chambre d'hôtel nous donne la possibilité de nous réinventer. Donc c'est quelque chose de très fertile pour la littérature. Ça donne beaucoup d'idées. D'ailleurs, le binôme voyage-littérature est très ancien. Il suffit de penser au Cervantes dans le Quichotte, où il s'agit justement d'un voyage et de la découverte de la vie à travers le voyage. Et dans Allegria, il s'agit de ça, de voyager et d'atteindre la connaissance à travers le voyage. Et on pourrait dire qu'il y a deux formes de voyage. Enfin, si on fait référence au Quichotte, c'est le voyage physique. Et puis si on fait référence plutôt à Proust, que vous citez à plusieurs reprises, ce serait un voyage dans le temps. Enfin... Sí. El viaje en el tiempo también, sí. Bueno, es que, claro, en realidad en Alegría, efectivamente, hay 2 tipos de viajes. Sí, es una observación muy interesante. No me había dado cuenta. Hay un viaje en el tiempo también. Está el viaje físico del personaje que va de ciudad en ciudad o de país en país, pero luego está el viaje mental, el viaje psicológico que va hacia el pasado, ¿no? Entonces sí, esa es la primera, nunca había pensado en eso. Efectivamente, hay 2 tipos de viajes, sí. Una muy buena observación. No, es la primera vez que la escucho, sí. Oui, bien sûr, effectivement, dans Allegria, il y a 2 types de voyages. C'est une très bonne observation, je n'y avais pas pensé, c'est la première fois qu'on me le fait remarquer et moi-même, je n'y avais pas pensé. Il y a d'un côté le voyage physique, le déplacement de ville en ville, de pays en pays, et puis le voyage mental, psychologique, vers le passé. C'est une très bonne observation, vraiment. Pour quelle raison, à la fin du livre, arrêtez-vous de nommer vos personnages avec des noms de musiciens et vous basculez vers le cinéma et vous leur donnez des noms d'acteurs? Donc votre père s'appelle Cary Grant, votre mère Ava Gardner, votre femme Katharine Hepburn. Sí, yo quería seguir, era también una forma de decir adiós porque mi Alegría cierra el ciclo autobiográfico, ¿no? La novela que estoy escribiendo ahora ya no es autobiográfica. Era una especie de despedida llena de fiesta, en donde los personajes que se habían llamado como músicos pasaban a llamarse como grandes actores de la historia del cine, en una idea de mantener belleza, una idea de la belleza, ¿no? Y una idea del arte, ¿no? Es decir, mi memoria fue historia de la música y mi familia fue historia de la música y ahora, para cerrar, quiero que sean también historia del cine. Era como convertir tu familia, mantener siempre a tu familia dentro del arte, ¿no? Y eso la literatura lo puede hacer porque la literatura es profundamente democrática. En la literatura puedes redimir a una clase media, puedes convertirla en una clase llena de belleza. La literatura es profundamente democrática.
Oui, alors en fait, c'était une manière de dire adieu à ces personnages et au récit autobiographique, parce que Allegria ferme le cycle de mes livres autobiographiques. Ce que je suis en train d'écrire maintenant n'est pas autobiographique. Donc ça voulait être un adieu festif. Le passage des musiciens aux acteurs qui ont fait l'histoire du cinéma, c'était une manière de garder une idée de la beauté et une idée de l'art. Ma mémoire et ma famille ont été représentées d'abord par l'histoire de la musique et ensuite par l'histoire du cinéma. C'était une belle représentation de la littérature en tant que dimension démocratique. La littérature est très démocratique parce qu'elle permet d'élever la classe moyenne et de lui attribuer toute cette beauté. Merci, Manuel Villas. Merci. On va s'arrêter sur cette idée de littérature démocratique. Je rappelle que votre nouveau livre, Allegria, vient de paraître aux éditions du Sous-Sol et puis vient de paraître aussi aujourd'hui en édition de poche Ordesa, toujours dans une traduction d'Isabelle Gugnon. Et merci à vous, Manuela Corigliano, et merci à Pierre Beau pour les lectures. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Sophie.